Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue sur Guillaume DHEH, la chaîne Twitch de la chaîne YouTube d'Histoire en Histoire. Et ce soir, on va parler vulgarisation historique, mais pas que, avec notre invitée Justine Breton. Bonsoir Justine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous pouvez évidemment vous abonner si vous voulez pour ne pas rater les prochains lives. Vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne YouTube, vous avez tous les liens là-bas dans le coin. Et en dessous, bien sûr, soutenir le travail sur KissKissBankBank sur Tipeee si vous en avez le cœur, etc., etc., etc. La réclame, c'est terminé. Justine Breton, donc, pour une soirée consacrée au lien entre Moyen-Âge et imaginaire, c'est quand même bien fichu, c'est marqué à côté, et une introduction au médiévalisme, avec des parenthèses d'une subtilité totale pour souligner que c'est un sujet vaste, complexe et plein de nuances. Justine, donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui sont avec nous ce soir, pour qu'ils sachent un petit peu à qui ils ont affaire? Tout à fait, donc je suis Justine Breton, c'est écrit juste en dessous. Je suis maître de conférence en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, où je travaille sur alors la littérature, bien entendu, et de façon très générale, j'étudie la fantaisie et le médiévalisme, ou les médiévalismes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est-à-dire globalement, hein, les représentations du Moyen Âge dans la culture contemporaine. Et je m'intéresse tout particulièrement à l'audiovisuel, donc aux films, aux séries télé et aux jeux vidéo. C'est l'occasion d'allier, j'allais dire l'utile à l'agréable, en tout cas mon métier avec, mes différentes passions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Globalement, ce qui m'a un petit peu motivé à parler de ce sujet ce soir, c'est que le médiévalisme, en fait, c'est une thématique qui revient de plus en plus souvent dans le débat public, puisque le Moyen-Âge y est de plus en plus régulièrement associé à l'imaginaire en général et à la fantaisie en particulier. On peut voir dans un instant l'image donc d'un festival, tout ce qu'il y a de plus officiel. Est-ce que ça s'affiche? Ça s'affiche. La Fête des Remparts de Dinan, qui a connu plusieurs éditions, et qui se présente elle-même comme un festival médiévaliste. Et par ailleurs, on peut souligner que même des institutions très sérieuses, très anciennes et très respectables s'approprient aussi ces liens entre imaginaire plus ou moins fantastique, plus ou moins matiné de magie, et histoire bien réelle avec des vieux livres et des vieux historiens pleins de poussière, puisque la très respectable Bibliothèque nationale de France avait elle-même, il y a quelques années, fait une exposition fantasy dans laquelle elle étudiait justement ces liens entre l'histoire réelle et les mythes et les légendes qui pouvaient y tirer leurs racines, et sur les univers de fiction qui pouvaient relier un petit peu les deux. Donc, d'un côté, on va avoir effectivement des festivals qui vont tout à fait se réclamer du médiévalisme, et de l'autre, on va avoir des expositions dans des institutions assez sérieuses et assez prestigieuses. Donc ça montre bien que ces liens, finalement, entre la fiction et le réel s'imposent de plus en plus dans le débat public. Effectivement, hein, c'est une question qui est de plus en plus prégnante. Je pense que ça a commencé en fait dans, la culture populaire, dans le débat public parce que tu parlais de, la fête des remparts. On a plein de fêtes médiévales ou fêtes médiévalistes, un petit peu partout. Alors rien qu'en France, hein, si on se concentre juste sur notre territoire, il y a déjà pas mal de choses à faire. Hem, Avec des fêtes qui vont avoir tendance à mélanger justement, hein, alors déjà le Moyen Âge, ce qui est une période très large, en elle-même, mais en plus qui vont injecter régulièrement des éléments, d'imaginaire, à différents stades, où on va avoir donc, à la fois des combats de chevaliers et on peut avoir aussi, des jongleurs, des cracheurs de feu et on peut avoir des personnes qui vont être déguisées en elfes, enfin voilà des choses assez variées et après, tu parlais de, voilà, il y a des événements comme ça et tu évoquais le travail qui a été fait à la Bibliothèque nationale. Effectivement, ils ont fait des choses absolument superbes sur la fantaisie et sur le médiévalisme. L'image que tu mettais sur Fantaisie Retour aux sources, c'est un site internet qui a été créé et qui est hébergé donc par, la BNF, qui est toujours accessible aujourd'hui. Tout à fait. Hésitez pas à, aller, le consulter, en tapant, voilà, Fantaisie Retour aux sources. Je ne sais plus exactement quel est le lien, mais vous le retrouverez facilement et c'est un site qui permet de découvrir ce qu'est la fantaisie. Donc ça s'adresse à la fois au grand public et aux gens qui voudraient, aux étudiants par exemple, hein, qui voudraient approfondir, la question. Ça s'adresse aussi aux, élèves et à leurs enseignants parce qu'il y a toute une partie, transmettre avec des ressources pédagogiques pour justement
enseigner la fantaisie et approfondir le sujet de façon ludique. En tout cas, on a essayé de faire ça de façon la plus ludique possible et vous avez, donc des contenus, des vidéos, des articles, assez concis, mais qui permettent d'aller vraiment à l'essentiel de ce qu'est la fantaisie et vous avez aussi toute une rubrique jouets, je crois que c'est d'ailleurs la première hein, qui apparaît, sur Ouais. le site, où vous pouvez, bah, voilà, vous-même, jouer à un petit jeu vidéo de fantaisie, qui permet de poser les bases vraiment de ce qu'implique ce genre, de toute la richesse que ça peut avoir. Parce qu'on a tendance parfois à réduire la fantaisie à quelques grands poncifs. Or, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus riche. Je pense qu'il y a de la fantaisie pour à peu près toutes les personnes, tous les genres et dans tous les styles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site qui est absolument fabuleux et tu évoquais l'expo, qui avait été créée donc à la BNF sur Tolkien, donc en 2019-2020 si C'est je ça, les me deux se sont suivis, Fantasy et Tolkien, voilà. c'était l'une a enchaîné sur l'autre. Voilà et c'était, s une énorme exposition sur Tolkien, co-dirigée notamment par, Vincent Ferré, notre spécialiste, national de l'œuvre de Tolkien et c'était, il y avait à la fois des documents qui ont servi d'inspiration à Tolkien pour créer, Le Seigneur des Anneaux et pour créer son œuvre, de façon générale, parce qu'il y a pas que Le Seigneur des Anneaux. Il y avait aussi des manuscrits, il y avait des voilà, des différents objets, il y avait des, enregistrements audio. Vous aviez la possibilité d'entendre la voix de Tolkien, voilà, qui lit certains extraits du Seigneur des Anneaux, tout en voyant le manuscrit. Enfin, voilà, si vous êtes un tout petit peu fan du Seigneur des Anneaux, c'était absolument sublime et il y a encore le catalogue de l'exposition qui est, disponible sur, le site de la BNF, donc n'hésitez pas à aller, jeter un œil parce que c'est un document extrêmement riche et si vous êtes fan de Tolkien, vous y trouverez forcément, quelque chose qui va vous plaire. J'en profite pour saluer ceux qui nous rejoignent et ceux qui nous font coucou. Et de mon côté, je vais honteusement faire ma propre pub, puisque il y a 2 ans, j'avais fait un épisode dont la vignette est là, sur 15 références historiques ou mythologiques qu'on pouvait trouver dans l'œuvre de Tolkien, et qui avaient inspiré une partie de son travail. Et si tout le monde pense, par exemple, d'un point de vue mythologique, aux Anneaux du Nibelung, qui auraient énormément inspiré son travail, on parle trop peu souvent de l'influence de la mythologie finlandaise sur l'œuvre de Tolkien, et également l'influence de la Première Guerre mondiale sur son œuvre, même si le film, justement, qui était consacré à sa vie en elle-même, en parlait beaucoup. Eh bien, vous pouvez en savoir plus avec cette vidéo-là, fin honteuse du placement de produit. Mais on peut voir d'ailleurs, puisqu'on l'évoquait rapidement, l'influence justement ne serait que de Tolkien dans les visuels du petit jeu créé par la BNF pour leur expo fantasy, puisque moi, quand j'ai vu cette image-là, par exemple, Ça fait argonate, hein, tout de suite. voilà, il y a un cousinage quand même, Oui. sous forme probablement d'un hommage. J'imagine bien que les artistes et les conservateurs qui ont travaillé à l'exposition de la BNF en ont évidemment fait exprès. Oui, tout à fait et il y a plusieurs parallèles, mais enfin, Tolkien est tellement, ça c'est un des fondateurs du genre, mais peut-être le plus grand, des fondateurs, il a de la fantaisie. C'est-à-dire qu'il a eu une influence tellement décisive sur, le genre qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de se démarquer. Alors, on a plein d'autres formes de fantaisie, on a des œuvres, voilà, un peu différentes et qui vont, hem, aller vraiment dans une autre direction. Mais, Tolkien a eu un tel succès avec une œuvre tellement considérable. Parce qu'on voilà, on parle du Seigneur des Anneaux, mais il y a tous les autres textes, tout cet univers, hein, tout ce lore, voilà, la création véritablement du monde, sans parler bien entendu des langues, qu'il a créées à la base de ce monde. Il y a une géographie, il y a des enjeux, historico-politiques, il y a une enfin voilà, c'est vraiment un monde de fantaisie, le premier et probablement le plus développé, qui existe encore, aujourd'hui. Et ce qui fait que ça a laissé une telle marque que, heu on peut très difficilement aujourd'hui parler de fantasy sans parler de Tolkien. Alors il y a d'autres grands jalons, hein, qui se sont, marqués, et qui se sont ajoutés au fur et à mesure. Mais voilà, Tolkien, ça a été le premier qui a fait vraiment exploser le genre, non seulement dès les années 50, mais en fait ça a continué, hein, à avoir du succès au fur et à mesure. Et vu que régulièrement on a des nouvelles infos, des nouvelles publications, des nouvelles adaptations, ça remet une pièce dans la machine, et ça permet d'entretenir un petit peu ce succès qui fait que, bah, voilà, on limite parfois la fantaisie à la seule œuvre de Tolkien et j'ai envie de dire, même ça, il y a déjà tellement à faire, tellement à dire et tellement à explorer dans cet univers que ça pourrait être suffisant, hein, mais
malgré tout, la fantasy va encore plus loin, avec d'autres auteurs qui vont dans des directions parfois très différentes. Donc on peut passer par l'Argonauts, mais on n'est pas obligé. On peut, voilà, explorer d'autres pistes et le site de la BNF montre justement que, voilà, derrière cette immense influence, on a encore plus de choses qu'on peut découvrir, au fur et à mesure. Donc on a effectivement évoqué cette porosité finalement du débat public et de la scène culturelle aujourd'hui, j'allais dire aux univers d'imaginaire et aux univers médiévaux qui se connectent, qui se croisent. Pour savoir un petit peu où on met les pieds, est-ce qu'il faudrait pas déjà commencer par essayer de différencier trois grands termes qu'on va forcément utiliser, euh, plus à raison qu'à tort, ce soir j'espère, qui seraient l'imaginaire, le fantastique et la fantasy. Est-ce que c'est la même chose? Tu veux créer des problèmes là, à dire que c'est la même chose? Tu Je pose des questions, je ne fais que poser des questions, range l'arbalète. Tout à fait. Non, voilà, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Là, on est sur des, voilà, des questions de terminologie, mais qui, permettent de poser des bases, intéressantes. Alors, l'imaginaire, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. On regroupe un petit peu sous cette expression un peu longue, les genres de l'imaginaire, plusieurs, voilà, plusieurs genres littéraires, artistiques, transmédiatiques, c'est-à-dire, voilà, des genres qui vont, se développer dans différents médias, à travers différentes formes artistiques simultanément. Donc dans les genres de l'imaginaire, on va inclure alors le fantastique, la fantaisie, qu'on va pouvoir, distinguer, ensuite. On va inclure aussi, la science-fiction, hein, qui est un genre, encore un peu, cousin si on veut, comme, bah, le steampunk par exemple. Après on a voilà, encore des sous-genres, on a des croisements comme la science fantasy ou des choses comme ça. Voilà, les genres de l'imaginaire, c'est tout ce qui va se distinguer de ce qu'on va appeler, par exemple, la littérature blanche, hein, si je pars du point de vue, de la littérature. La littérature blanche, vous savez, c'est toutes celles qu'on étudie à l'école, les grands classiques globalement, plein d'auteurs, qui sont absolument passionnants et on va opposer ça à justement ces fameuses, littératures de genre avec, par exemple, le genre policier d'un côté ou les genres de l'imaginaire qui vont, eux, donc faire appel davantage à l'imaginaire, hein, tout simplement, c'est-à-dire, à tout ce qui va relever de, création de fiction, mais qui vont créer des mondes, différents en faisant appel soit à de la technologie plus avancée, soit du surnaturel, soit du merveilleux, enfin voilà, mais des éléments, qui ne sont absolument pas présents, dans notre quotidien. Ça ne veut pas dire que ça permet pas d'avoir une réflexion, hein, sur le quotidien, mais par un biais justement d'imaginaire. Donc l'imaginaire, voilà, c'est le nom de la grande famille, de tous ces genres qui nous font, rêver, qui nous font peur aussi, qui nous font craindre pour l'avenir parfois. Maintenant la différence entre fantastique et fantasy, alors je m'appuie là sur, la distinction de Todorov, hein, parce que c'est la base, en France notamment. C'est plus compliqué dans, les pays anglophones parce qu'on ne fait pas forcément de distinction entre, fantasy et fantastic. D'autres débats, mais je vais rester sur ce qui est, français parce que c'est déjà pas mal. Nous, on distingue donc la fantaisie et le fantastique. Dans le fantastique, on ne sait pas s'il y a du surnaturel ou pas. On ne sait pas si, le personnage est en train de rêver ou est-ce qu'il a une hallucination ou est-ce qu'il y a véritablement un fantôme qui est face à lui? Voilà. On est sur cette hésitation, sur ce doute qui va généralement, créer une angoisse. Voilà, le fantastique, c'est ça, ça va, créer un sentiment un petit peu de mal-être ou d'inquiétude parce que justement on ne sait pas, sur quel pied danser. C'est par exemple la nouvelle Le Horla de Maupassant et à l'inverse, donc la fantaisie, c'est donc on a honteusement piqué le terme, à nos collègues, anglophones. C'est un genre donc encore une fois transmédiatique qui se développe à la fois en littérature et au cinéma et dans les jeux vidéo et dans les jeux de rôle et en musique et tout ce que vous voulez globalement et c'est un genre donc de l'imaginaire qui va consacrer une place importante à la magie. Ça peut être soit avec des mondes entièrement, magiques et différents du nôtre, bah, comme par exemple, voilà, la Terre du Milieu, créée par Tolkien. C'est un monde avec sa propre géographie, ses propres règles, avec la présence de magie, avec la présence de créatures, qui n'existent pas dans notre monde, comme avec, les elfes, les orques, et cetera. Ou ça peut être notre monde, par exemple, dans lequel on va, injecter de la magie.
Par exemple avec des créatures ou en ouvrant la porte sur, la découverte d'un autre monde, hein. C'est ce qu'on va avoir dans, Narnia ou dans, Harry Potter où les personnages partent de notre monde réel pour ensuite, à travers un passage généralement très symbolique, se retrouver dans un monde différent. Ou alors donc c'est des créatures qui vont intégrer notre monde. C'est ce qu'on va avoir dans, Buffy contre les vampires, par exemple. Voilà, je fais référence, d'un autre siècle mais qui fonctionne toujours. Hem, puisque, voilà, le lycée dans Buffy, hein, est construite sur, la bouche de l'enfer et très sommairement et donc les vampires, surgissent dans, notre monde, ce qui oblige les personnages à s'adapter à, ce concept. Voilà, donc ça, c'est très sommairement, sachant qu'on a plein d'œuvres et c'est ça qui est, passionnant. On a plein d'œuvres qui vont puiser à tour de rôle dans le fantastique, dans la fantasy, dans la science-fiction, puisqu'on peut avoir des croisements entre les 2, qui vont emprunter au gothique, qui vont emprunter au steampunk, voilà. Donc on a plein de personnages, plein de, motifs qui vont se mêler et les auteurs sont tout à fait ou les créateurs sont tout à fait libres de puiser dans, tous ces genres différents pour créer des mondes parfois un petit peu, hybrides, et qui vont, voilà, tenir à la fois de la fantaisie, de la science-fiction et chercher à la fois à nous faire, voilà, à nous faire rêver et à nous faire, craindre et pleurer et tout ce que vous voulez, mais le tout dans des mondes, heu, voilà, imaginaires, tout simplement. Et en licence peut-être emblématique de ces mélanges qui présentés comme ça peuvent sembler un peu difficiles à se représenter entre science-fiction et fantasy, par exemple, on peut citer Star Wars, puisque littéralement Star Wars, c'est des chevaliers qui font de la magie, qui vont sauver des princesses dans une grosse forteresse noire dans l'espace. Alors oui, sauf que moi je suis pas d'accord. Ah Mais ça c'est zut, mon côté rebelle, tu comprends? je vois Heu, ça. si on va dire. Non, c'est juste que, pour moi Star Wars c'est pas de la science-fiction. Ne me tapez pas dessus, je ça n'empêche que c'est très bien, hein, on peut avoir plein de choses qui sont pas de la science-fiction et qui sont très bien. Parce que justement pour moi c'est de la fantaisie, hein, tu l'as dit, on a des chevaliers Ouais. Jedi, qui utilisent la force, qui est clairement une forme de magie, heu et ça se passe certes dans l'espace, mais on n'a pas les enjeux qu'on va avoir dans la science-fiction où justement on a une réflexion sur, La technologie, l'évolution oui. de, voilà, on a une réflexion dans la science-fiction sur l'évolution de la science, poussée à l'extrême et on va s'interroger sur ce que ça a comme conséquence sur, l'humanité, sur l'écologie, sur, voilà, ce que c'est que de ressentir des sentiments, enfin, sur plein de choses comme ça. Une des œuvres fondatrices de la science-fiction, c'est, le Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, Et là, où voilà, c'est cette idée on est dans un monde où quelqu'un a développé la technologie pour créer la vie à partir de morceaux de cadavres, mais est-ce qu'il fallait le faire? C'est ça la question. Voilà, c'est, on a la science pour le faire, mais qu'est-ce que ça implique d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral? Dans Star Wars, on n'a pas toute cette réflexion. On a d'autres réflexions, mais qui tiennent plus, de la quête du bien contre le mal, des choses qui vont être plus rattachées à, la fantaisie. Mais oui, on a des œuvres qui sont au croisement des 2 et c'est typiquement, je vais pas aller chez, Star Wars, mais si vous prenez on va rester dans le cinéma, le Marvel Cinematic Universe, heu, ou oui. de façon générale, hein, tout l'univers de super-héros, que ce soit dans les comics, dans, les films, dans les séries, tout cet univers qui est créé désormais, autour, vous avez des personnages qui contrôlent une forme de magie. Thor est une figure divine, avec donc, un marteau qui est clairement une forme de, c'est une forme d'Excalibur, hein, qui réagit qu'à Bon, l'élu et cetera, donc ça, c'est plus de la fantaisie. Et à l'inverse, vous avez des personnages, je vais reprendre les classiques, comme, Iron Man, qui lui développe, une technologie avec, son armure et cetera et qui va donc se poser la question de: «Qui est-il? Est-ce qu'il est plus que son armure? Est-ce qu'il est moins que ça?» Quel est l'être humain, derrière toutes ces prouesses technologiques? On va avoir ce mélange typiquement de fantaisie d'un côté, de science-fiction de l'autre, avec des personnages qui vont se croiser et parfois, interagir et avoir des aventures ensemble. Donc on peut tout à fait faire coexister, tous ces genres de l'imaginaire et c'est ce qui permet enfin de créer des histoires absolument, fascinantes. effectivement, l'exemple de Marvel en particulier et de Thor, plus spécifiquement, j'y avais pas pensé sur le moment, mais typiquement, effectivement, sur Asgard, t'as vraiment cette imbrication entre la technologie et la magie. Il me semble même, je crois que c'est dans Avengers, que Thor dit ce que vous appelez technologie, ce que vous appelez magie. Pour moi, c'est la même chose, il n'y a pas de distinction.
Donc ça montre bien à quel point dans cet univers-là, les deux sont utilisés presque indifféremment à partir du moment où ça permet de raconter une histoire et d'avoir des trames narratives qui permettent aussi au héros de se poser des questions sur lui-même, sur son action, Mmh. sur ce qui l'entoure. Et tu parlais de ce qui peut caractériser la science-fiction, ça peut être la réflexion sur la technologie, ses usages, et ce que ça dit de la société humaine qui y a recours. C'est quelque chose qu'on a dans Star Wars, mais paradoxalement pas dans les films et même pas dans les productions et les séries animées. Alors je sais pas si c'est le cas dans le nouvel univers étendu depuis que Disney a racheté en 2012-2013, mais je sais que dans l'ancien univers étendu, il y avait toute cette réflexion-là sur toute une série de bouquins qui avaient été accueillis justement de Voilà. façon un peu mitigée par le fandom de l'époque, parce que d'un seul coup on sortait du cadre habituel de Star Wars, puisqu'il y a toute une saga qui fait, je crois, une bonne vingtaine de volumes, qui s'appelle la saga des Yuuzhan Vong, où d'un seul coup dans la galaxie, il y a une espèce alien qui débarque, qui vient de la galaxie d'à côté, et eux, leur technologie, elle est biologique. Et eux, ils se posent cette question-là sur le rapport entre eux-mêmes, leurs implants additionnels, la façon de modifier leur corps. Et ils voient Mmh. justement toutes les prothèses dans Star Wars qu'on a pu voir, les faux yeux, les faux bras, typiquement un Dark Vador. Pour eux, c'est une hérésie absolue puisque ça n'a aucun sens. C'est pas de la vie, c'est des morceaux de mort accrochés Ouais. à quelque chose. Donc ces réflexions-là existent, mais pour le coup, c'est rigolo justement de ne pas les trouver dans le cœur de Star Wars, mais de les trouver dans l'espèce d'annexe qui a été ajoutée Mmh. et qui avait fait hurler une partie du fandom à l'époque. Non, mais c'est vrai, hein, qu'il y a plein de voilà, il y a plein d'œuvres comme ça et c'est je pense aussi tout l'intérêt de ces grandes, sagas, désormais mythiques, c'est de pouvoir, aller sur différents terrains et puiser, dans, voilà, dans différents styles aussi, même si on reste sur les longs métrages, Star Wars, le film sur, Han Solo, bon, on pourra en dire, ce qu'on veut, mais c'était une façon d'emprunter aussi au western qui est un autre, genre. Et le tout encore une fois dans l'espace. Donc on a, hein, des voilà, des façons d'aller, voir un petit peu ailleurs pour tester d'autres genres, et continuer à, alors à exploiter un univers, mais donc continuer à créer des récits susceptibles de plaire à plein de monde et c'est aussi, hein, tout l'intérêt de ces genres de l'imaginaire, c'est que, bah, je parlais de genres cousins, c'est pas anodin parce qu'ils sont tous tellement proches les uns des autres que c'est en fait très facile, hein, d'aller, voir, l'un ou l'autre et de pouvoir créer des choses, qui vont, j'allais dire sortir de l'ordinaire, mais en fait, il y a tellement de possibilités entre, ne serait-ce que science-fiction et fantasy, qu'on a encore de enfin les personnes beaucoup plus douées que moi, les artistes et les créateurs, ont de quoi, créer des choses, fascinantes pendant encore, quelques siècles, je pense. Je pense qu'ils ont une belle marge encore, hein. Ouais, ouais, ça doit aller. Pourquoi ce lien particulier entre les temps médiévaux et l'imaginaire? Et une fois qu'on a mis le doigt dessus sur le fait que ça existait, est-ce que identifier qu'il y a une passerelle suffit à définir ce qu'on appelle le médiévalisme ou à identifier tout le champ des médiévalismes? Ou est-ce qu'en fait on a fait que voir l'iceberg à l'horizon? On dirait un sujet de philo de bac. Vous avez 4 heures C'est pour ça. démêler tout ça. Eh ben c'est parti. Heu Alors pourquoi déjà cette association entre, fantaisie et Moyen Âge, notamment? Alors la science-fiction va avoir tendance à puiser un peu plus dans tout ce qui est esthétique du futur, fatalement, hein, puisqu'on parle de sciences plus développées, tandis qu'on va associer la fantaisie à des périodes passées et notamment en très grande partie au Moyen Âge. Alors je dis en très grande partie parce qu'effectivement c'est pas exclusivement le cas et rien que le fait de mentionner Star Wars, même si ça se passe dans le passé, montre qu'on n'est pas obligé d'avoir que du Moyen Âge dans, la fantaisie. On a aussi des très bonnes œuvres de fantaisie, contemporaine, enfin de fantaisie urbaine, ou, voilà qui se passent à d'autres époques. Mais, l'association entre fantaisie et Moyen Âge et ben, elle est en grande partie due à Tolkien, mais pas seulement. Mais disons que, quand, Tolkien, connaît, le succès énorme, avec un succès énorme avec Le Seigneur des Anneaux, donc en 1954-1955, il va justement, hein, je le disais, poser les bases de la fantaisie, avec ce monde donc de fantaisie, mais d'inspiration médiévale. Puisque, hein, voilà, il puise dans différents mythes, nordiques. Il était médiéviste, hein, donc il a une immense connaissance, des langues, notamment, médiévales, mais aussi de la culture et de l'histoire, européenne, du Moyen Âge. Mais en fait, en plus, il n'est pas le seul, parce qu'au moment où, se développe ce genre, notamment justement, depuis la fin des années 30, mais surtout jusqu'aux années, 50-60,
On a donc le succès de Tolkien, mais on a aussi le succès, de Clive Staple Lewis, à qui on doit les Chroniques de Narnia, enfin le Monde de Narnia en français. Hem, Lewis qui est aussi, médiéviste, lui, littéraire alors que Tolkien était, linguiste, mais qui donc lui aussi va créer un monde de fantasy qui puise très largement dans, le Moyen Âge. Alors chez Lewis, on a aussi toute une lecture, chrétienne, mais on est quand même sur un monde à chaque fois, d'inspiration médiévale où, les personnages vont combattre, à l'épée, où, voilà, on a toute cette, esthétique, féodale et cetera. Et j'en rajoute un troisième parce qu'à l'époque où Tolkien et Lewis écrivent, on a aussi un autre auteur qui est un peu moins connu en France, mais qui a une grosse influence, dans les pays anglophones et dont on connaît l'œuvre indirectement et puis c'est un petit peu, mon cheval de bataille. C'est un auteur qui s'appelle Terence Henbury White, qui a écrit un texte qui s'appelle The Once and Future King, traduit en français par, Le roi d'hier et de demain ou Le roi qui fut et qui sera. C'est, une réécriture de la légende du roi Arthur, de la naissance d'Arthur jusqu'à sa disparition. Mais c'est un texte qui va notamment être le premier à développer une enfance du roi Arthur et ça connaît un énorme succès, dès la fin des années 30 et ensuite, White va réécrire son texte et va publier l'ensemble, en 1958 donc voilà, hein, Tolkien, on est en 54-55, White, on est en 58. C'est vraiment une grosse décennie, hein, pour, la fantasy et toutes ces œuvres de fantasy qui vont vraiment poser les bases, du genre sont des œuvres justement qui, heu recréent une forme de Moyen Âge ou qui puisent dans le Moyen Âge. On a plein d'autres auteurs ensuite qui vont se rajouter, derrière, hein. Je vois dans le chat qu'on parle de, La Roue du Temps. Effectivement, on a, voilà l'œuvre de Gemmell, on a l'œuvre de, Sapkowski plus récemment, on a des choses comme ça. Enfin, la fantaisie, les fantaisies, parce que là aussi on pourrait parler de sous-genres un peu différents. Très régulièrement, la fantaisie, c'est un genre qui va s'appuyer sur le Moyen Âge que ce soit pour montrer un Moyen Âge, épique comme Tolkien, un Moyen Âge, sanglant comme, George Martin ou Sapkowski, ou, un Moyen Âge, qui fait rire comme, Terry Pratchett. Voilà, mais c'est à chaque fois des formes d'inspiration, médiévale, qui font qu'on a associé, presque systématiquement en fait, fantaisie et Moyen Âge. Heureusement, il y a aussi plein d'auteurs, depuis, surtout depuis les années 90, qui se font beaucoup connaître en proposant de la fantaisie sur d'autres époques. Alors sur, l'époque, moderne et l'époque contemporaine, avec on a les Lames du Cardinal, on a, de la fantaisie sur l'Antiquité aussi. Mais ce qui fait que, on a de la fantaisie sur, les guerres napoléoniennes, voilà, les guerres napoléoniennes avec des dragons, par exemple, ça donne tout de suite, ça a une sacrée gueule. On a plein de choses comme ça qui existent, mais en fait, c'est des œuvres qui sont généralement connues des fans de fantasy, mais comme le genre a été tellement écrasé par le poids des énormes succès, qui ont été donc notamment Tolkien, Lewis, George Martin et cetera, qui fait que, pour le grand public, fantasy égale Moyen Âge. Alors ça se nuance, ça évolue de plus en plus parce que justement, bah, ces autres œuvres qui existent depuis un moment commencent à être davantage diffusées, davantage popularisées. Donc on a, hein, à peu près toutes les époques, sont, développées, en fantasy. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez, réviser, toutes les périodes historiques en lisant de la fantasy. Je sais pas si c'est des bonnes révisions, mais en tout cas, ça sera divertissant, je peux vous l'assurer. Tu évoquais Gemmell, David Gemmell. David Gemmell, il a écrit une trilogie qui est une revisite des guerres de Troie, par exemple. Avec Oui, tout, je crois que j'ai un ami qui l'a lu et qui m'a dit, je crois que c'était évidemment matiné d'une espèce de magie un peu chamanique parce que c'est un peu le truc de Gemmell. Il aime bien faire Gemmell, oui, oui, c'est exactement ça. un truc dans ce goût-là. Donc c'est pas tout à fait la façon dont ça fonctionne chez Homer, mais c'était une revisite par exemple de ces mythes-là qui existent. Et dans le chat tout à Mmh mh. l'heure, il était dit ces dernières années que le sentiment de la personne c'était que ça tirait quand même un peu moins sur le Moyen-Âge, ou plus exactement sur les Moyen-Âge, puisqu'en 1000 ans, je vous cache pas que la situation vers 500, la situation en 800, la situation vers 1000, la situation Tout à vers fait. 1350, en termes de culture, de mode de vie, de langage, Ça évolue pas mal. ça bouge. Hein. Le Moyen-Âge, c'est pas un bloc, c'est plutôt une succession de glissades, une, C'est joli. voilà, une Tout en succession dérive. d'escaliers, voilà, Voilà. plus qu'un gros bloc.
Effectivement, c'est intéressant comme remarque parce que ça illustre complètement ce que disait Justine, à savoir qu'il y a une diversité qui non seulement a toujours un petit peu existé, mais qui commence à se faire entendre et à se manifester de plus en plus. Et puisque Et je suis un odieux propagandiste, Terry Pratchett. Genre Terry Pratchett, vous évidemment. prenez les 15 premiers, qui sont les plus vieux, qui datent de deuxième moitié des années 80 jusqu'à la première moitié des années 90. Euh, Vous avez des parodies de tout le genre médiéval fantastique de l'époque. Donc vous avez de la parodie de Tolkien, de Moorcock, en veux-tu en voilà. Mmh. Vous avez un bouquin qui s'appelle Pyramide, qui vous parodie l'Égypte antique. Je l'ai fait lire à Pharaon, qui est un vulgarisateur en histoire égyptienne du label Hérodote et qui est accessoirement archéologue, épigraphiste, donc spécialiste dans le déchiffrement et la lecture des hiéroglyphes et des écritures égyptiennes annexes. Et qui a été mort de rire pendant tout le bouquin et qui m'a remercié de lui l'avoir offert parce que ça montre que Pratchett a fouillé son truc. Vous avez un autre bouquin qui s'appelle Les Petits Dieux, qui est une parodie des grands monothéismes, et en particulier de l'Ancien Testament. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les bouquins, exactement comme le commentaire le mentionnait, on s'éloigne de plus en plus du Moyen-Âge pour arriver de plus en plus vers ce qui s'apparente à l'époque moderne. Et à la fin, on a un grouillot qui débarque et qui explique qu'il a inventé la machine à vapeur, qui va poser des rails au milieu des champs de choux et qui va faire rouler des locomotives. Donc vous avez vraiment des œuvres comme ça qui se permettent de brasser extrêmement large, qui plus est avec une excellente plume et beaucoup d'humour dans le cas de Pratchett, mais qui se permettent effectivement de s'attaquer à une matière qui peut-être pendant longtemps ne paraissait pas logiquement associée au monde de fantastique, au monde de fantasy. Même si effectivement, on va se recentrer ce soir sur le Moyen-Âge quand même, mais on pouvait pas. Personnellement, je ne pouvais pas ne pas parler de Terry Pratchett puisque je suis, comme je disais, un odieux propagandiste. Tu l'as dit, il y a aussi un bagage peut-être qui peut expliquer le lien plus naturel qu'on fait entre les univers de fantasy et le Moyen-Âge, c'est finalement le fait qu'on a tout un bagage littéraire très ancien qui associe déjà les temps plus ou moins médiévaux avec justement le fait qu'il y a des interventions divines ou l'utilisation de certaines formes de magie. On a évoqué la légende arthurienne. Tout à l'heure, moi j'avais mentionné en parlant de Tolkien les Anneaux du Nibelung qui se rattachent à tout le corpus des légendes germaniques. Est-ce que tu penses que ça peut jouer dans le fait que justement le genre de la fantasy ait un peu du mal à se détacher ou soit au contraire naturellement rattaché aux temps médiévaux dans leur pluralité, dans l'esprit des gens? Oui, tout à fait, hein. C'est vrai que ça, ça joue, d'autant que, c'est parfois très difficile de séparer, une œuvre de fantaisie, de, par exemple, bah, tu vois, on évoquait justement, bah, les mythes ou la légende arthurienne. On prend un roman comme, heu Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, qui est un texte de la seconde moitié du XIIe siècle. Hem, on le publierait aujourd'hui, ce serait un texte de fantaisie. Parce que, sauf que, bah, la fantaisie, ça existe pas encore au XIIe siècle, donc on parle de roman de chevalerie avec, ce qui fait qu'il y a des éléments de merveilleux, des fées et cetera. Mais dans, Yvain ou le chevalier au lion, vous avez un chevalier qui va, mener une quête, qui part un peu tout seul dans son délire, hein, d'ailleurs. Il va mener une quête, il va, tomber amoureux, il va avoir des objets magiques comme, bah, un anneau, par exemple, qui lui permet de disparaître. Ça nous rappelle quelque chose? Il va se lier d'amitié avec un lion, hein, d'où le titre, Yvain ou le chevalier au lion, et vivre comme ça, des aventures, un peu juxtaposées, mais qui forment une trame complète avec tout, un passage de folie, du héros, tout un passage de rédemption avec une longue quête pour savoir, redéfinir ce que c'est qu'être humain, et ce que c'est qu'être chevalier et cetera. Enfin bref, on est dans un texte du XIIe siècle, mais il y a déjà tous les éléments, de fantaisie qui sont posés. Donc fatalement, c'est compliqué, de mettre quand on met en parallèle comme ça, de distinguer en fait ce qui fait un texte, de fantaisie et ce qui le sépare de, voilà, un roman de chevalerie du XIIe siècle où on va avoir, des faits. La fantaisie aujourd'hui, globalement, hein, c'est un genre qui explose au XXe siècle, mais qui pose ses bases, au XIXe siècle. À une époque où on considère que c'est la redécouverte du Moyen Âge, avec l'explosion du romantisme et du gothique, où on va avoir, voilà, hein, c'est sous l'influence de Viollet-le-Duc, sous l'influence de Victor Hugo, l'influence de William Morris dans des voilà, tout ça dans des genres des styles très différents.
mais c'est des gens qui sont fascinés par le Moyen Âge et qui vont poser les bases, voilà, Walter Scott avec Ivanhoé, tout à fait. C'est, des, gens qui vont poser les bases de ce qui va donner la fantaisie, ensuite et c'est des gens qui sont tous fascinés par l'histoire, de façon générale et notamment qui ont des œuvres qui, mettent en avant, qui recréent le Moyen Âge. Alors, c'est aussi l'occasion, hein, avec, à partir du 19e, de projeter sur le Moyen Âge, bah, un peu tout ce qu'on veut. Et c'est là qu'on arrive à, la question de ce qu'est le médiévalisme parce que, le Moyen Âge, c'est une, époque qui va être, à la fois très familière, hein. On a cette espèce de sentiment de redécouverte au 19e siècle, où on va revaloriser le Moyen Âge, après lui avoir tapé dessus, hein, globalement depuis le 16e siècle. On va redécouvrir, on va se réintéresser, à la période médiévale et la revaloriser, un petit peu. C'est une époque qui nous est familière, on en a des traces un peu partout, dans les monuments, voilà, les cathédrales, les châteaux autour de nous. On en a des traces dans notre littérature. Si on pourrait évoquer les contes de fées, puisqu'on a beaucoup de contes de fées qui certes sont mis par écrit au 16e, 17e siècle, mais ça vient d'une tradition orale et beaucoup sont ancrés dans un cadre très imprécis, hein, c'est le principe des contes, mais qui fait Moyen Âge, le tout avec du merveilleux. Et en même temps, c'est, une période qui va être suffisamment éloignée, alors à la fois éloignée dans le temps et éloignée, j'ai envie de dire culturellement, parce qu'on n'a vraiment pas la même façon de fonctionner entre, bah, voilà le 6e siècle et aujourd'hui, hein, clairement. Donc suffisamment éloignée pour qu'on puisse se permettre de projeter sur cette époque un peu tout ce qu'on veut, en fait. Ce qui fait que quand on va redécouvrir le Moyen Âge, on va avoir tendance à, projeter sur les images médiévales, bah, nos rêves, nos aspirations, nos craintes aussi. Donc c'est le moment où vont se développer pardon, les 2 images opposées et qui pourtant fonctionnent toujours ensemble. Les 2 images du Moyen Âge, en médiévalisme, on parle de Moyen Âge rose et de Moyen Âge noir. Le Moyen Âge rose, c'est celui, c'est simple, hein, c'est celui du château, de La Belle au bois dormant qui trône au milieu des parcs Disney. Voilà, c'est, le Moyen Âge, romantique, réinventé, avec tout ce côté très nostalgique, voilà le goût pour un temps, ancien qui est passé, mais vous savez avec cette idée que c'était forcément mieux avant parce qu'on avait des grandes valeurs et on était tous soit des chevaliers, soit des princesses et on oublie que 99 de la population, c'était des personnes qui travaillaient la terre. Bref, donc on a cette idéalisation, qu'on va beaucoup retrouver notamment dans les productions, pour enfants et à l'inverse, vous avez le Moyen Âge noir et je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir, avec ça, qui est, la vision tout aussi, tout aussi idéalisée, mais dans un autre sens, hein, de du Moyen Âge. C'est-à-dire que là, on va projeter tout ce qu'il y a de plus négatif sur, la période, où on va considérer que c'est 1000 ans, d'obscurantisme, 1000 ans où de toute façon les gens ne savaient pas lire, pas écrire, où on ne se lavait pas, où on avait de toute façon une espérance de vie de 23 ans, où il y avait que des guerres, que des épidémies. Heureusement qu'on est enfin arrivé à la Renaissance et qu'on a repris goût à la vie. Donc bon, c'est une vision extrêmement caricaturale, dans un sens ou dans l'autre. Le Moyen Âge, encore une fois, bah, c'est ni un château de princesse tout rose avec des paillettes, ni, George Martin avec tout le monde qui se décapite, à tout bout de champ. C'est beaucoup plus nuancé que ça, tout comme aujourd'hui, on est dans des sociétés, beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancées. Mais où, voilà, le Moyen Âge, c'est encore une fois 1000 ans d'histoire, donc c'est impossible de résumer 1000 ans d'histoire sur la terre entière à, 3 adjectifs, qui seraient, voilà, violent, barbare et sale. Ça a pas de sens. On le sait, hein, d'un point de vue historique, on a au Moyen Âge prouesses technologiques et artistiques et des innovations, culturelles et scientifiques. Chez les historiens, on parle d'une renaissance qui a lieu au XIIe siècle. C'est une période encore une fois beaucoup plus riche, que ce qu'on retient, très souvent. Mais, des œuvres comme ce qu'on va avoir à partir du 19e siècle et ce qu'une partie de la fantaisie a pu entretenir pendant un temps, a eu tendance justement à caricaturer ces 1000 ans d'histoire en quelques images qui ensuite ont été, diffusées, popularisées et donc entretenues, dans les mémoires. Mais voilà, donc on a plein de choses en tout cas à découvrir et à redécouvrir sur toutes les périodes historiques, hein, de toute façon. Mais en tant que médiéviste, on a l'avantage et peut-être l'inconvénient, que ce soit une période qui fascine et qui fait qu'on a toujours énormément
de création dessus. On a justement des, représentations qui vont avoir tellement de succès qu'elle s'ancre ensuite dans l'imaginaire et bah, nous après, les historiens et tous les médiévistes, faut qu'on passe derrière en disant: «Mais oui, mais ça, c'est pas vrai, en fait, c'est génial parce que c'est de la fiction et c'est des récits intéressants, mais c'était pas comme ça la réalité au Moyen Âge». Je pense à des films comme Les Visiteurs ou Sacré Graal des Monty Python, qui sont des summums de la comédie, dans, voilà, comédie française et comédie, britannique. Heu mais qui ont entretenu l'image d'un Moyen Âge sale où les paysans, pataugent dans la boue et ont, les dents complètement noires et complètement pourries. Ce qui, bah, est pas le cas, au Moyen Âge mais ça a beau être des voilà, des images, des films un peu datés, non, parce que je pense que Sacré Graal est atemporel et qu'on le regardera encore dans 600 ans. Mais mais voilà, hein, on est dans les années 70 pour Sacré Graal, Les Visiteurs a c'est un film qui a 30 ans, cette année. Ça date un petit peu aujourd'hui et pourtant on voit que c'est des films qui ont eu une énorme incidence, sur la façon dont, on va dire dans l'imaginaire collectif, on conçoit le Moyen Âge. Sur les fêtes médiévales, par exemple régulièrement ou quand on fait, des interventions auprès d'écoliers ou auprès du grand public, on a parfois voilà des questions ou des remarques sur, le manque d'hygiène, au Moyen Âge ou sur, voilà, je parlais de l'espérance de vie. Des choses qui ont été entretenues, par ces films et qui, voilà, sont encore, largement, crues aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein, en soi, il y a aucun problème et continuons à regarder Les Visiteurs et Sacré Graal, heu, tant qu'on ne les prend pas pour des documentaires et qu'on ne se dit pas que, bah, c'est la réalité. On peut aussi évoquer que toutes ces images d'Épinal qui ont été projetées sur le Moyen-Âge, elles ont aussi, au-delà du dénigrement et de la dénaturation de certains événements historiques, de certaines institutions, elles ont complètement déformé l'image qu'on a du Moyen-Âge. Par exemple, l'Inquisition, telle qu'on se l'imagine aujourd'hui, c'est vraiment le film de Mel Brooks le sketch des Monty Python, Nobody Expects the Spanish Inquisition. Nobody. Tout à fait. Et avec cette idée qu'ils étaient forcément extrêmement violents, extrêmement brutaux, extrêmement sanguinaires. Alors qu'en réalité, l'institution, quand on creuse un petit peu, c'est une institution qui a longuement débattu de l'utilité de la torture, voire de la peine de mort, qui, dans la majorité des cas, préférait des bannissements temporaires de la communauté, ce qui était beaucoup plus traumatique d'ailleurs pour la personne condamnée, puisque sans communauté au Moyen-Âge, on n'est pas bien. Compliqué, Hein. ouais. C'est quasiment c'est pas une condamnation à mort, mais c'est en tout cas un exil social, une condamnation à mort sociale qui est symboliquement et moralement beaucoup Tout plus à fait. forte. Et accessoirement, c'est aussi une institution, l'Inquisition, qui a permis à l'échelle de l'Europe de réinstaurer le droit latin, le droit hérité des Romains, c'est-à-dire le texte, la procédure, par-dessus le droit traditionnel issu des peuples germaniques. Donc c'est une institution qui a joué un grand rôle dans la façon dont on conçoit aujourd'hui les processus judiciaires. Et ça, c'est totalement occulté par le côté bûcher, mise à mort, qu'on associe quasi exclusivement à cette institution. C'est aussi tout le genre de clichés que tu évoquais, la saleté, la violence, le païanisme, qui nourrissent encore l'utilisation, je vais pas dire quotidienne, mais en tout cas régulière, du terme moyenâgeux, qui donne cette idée que le Moyen-Âge, c'était tout cracra, tout vilain, et que, oulala, dès que soi-même on fait quelque chose qui est pas forcément très recommandable, on est moyenâgeux et qu'on veut revenir 5, 6, 7, 800 ans en arrière. Et c'est vrai qu'on va avoir cet adjectif accolé à tout. Moi, je parle beaucoup des productions culturelles parce que c'est mon voilà, c'est mon boulot aussi. Mais c'est pour dire c'est arriéré, c'est, has-been, c'est déplacé aussi. C'est associé au Moyen Âge, donc c'est forcément inapproprié et en retard aussi, voilà, avec l'idée que, on progresse forcément, dans le temps. C'est-à-dire que, on est forcément plus avancé que, les personnes qui vivaient au Moyen Âge. Mais voilà, on rejette sur le Moyen Âge, tout ce qui nous déplaît. Un petit peu de tout et c'est très fascinant parce que c'est une période qui peut à la fois justement, nous faire rêver, que ce soit en renvoyant à, la royauté, la féodalité. Quand on est enfant, on rêve toujours d'être chevalier, roi ou princesse, ou des choses comme ça. Voilà, il y a un côté très, très merveilleux, au sens le plus simple, hein, des étoiles dans les yeux des enfants, c'est très mignon et en même temps,
le Moyen Âge va être utilisé pour, rejeter tout ce qui est, différent et tout ce qu'on considère comme, dangereux aussi pour nos propres sociétés. Donc ça peut cristalliser énormément d'idées, énormément de valeurs très contradictoires, et ça peut par conséquent, cristalliser aussi pas mal de tensions, dès qu'on étudie le Moyen Âge ou dès qu'on parle du Moyen Âge, pour pas faire dire tout et n'importe quoi non plus, au Moyen Âge, au sens où, projeter ses idées sur la période, c'est une chose, mais utiliser ses idées projetées sur le Moyen Âge pour justifier des comportements contemporains, comme on le voit parfois, ça c'est, un peu plus, gênant. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, on va dire ce médiévalisme, c'est-à-dire cette réinterprétation du Moyen-Âge à usage politique, c'était déjà quelque chose qui existait à l'époque, justement, où on avait les premiers usages du terme médiévalisme, puisque je crois que le terme se popularise au milieu du 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Et ce médiévalisme à usage politique, il est déjà présent, donc justement, au moment où se formule le roman national. Vous avez par exemple quelqu'un comme Michelet, qui va faire ce que Tout à tu fait. évoquais, c'est-à-dire qu'il va reprendre des éléments de Moyen-Âge pour fabriquer le roman national français, mettre de la cohérence là où il n'y a finalement que les aléas de l'histoire, et faire, pour citer ton collègue Vincent Ferret, faire du Moyen-Âge l'objet privilégié de textes visant à écrire l'histoire d'une nation sur un mode que l'on pourrait rapprocher de la biographie. Donc de ce côté-là, on retrouve un peu, fin 19e, le Moyen-Âge mythifié dans le sens positif. Mmh. Et à l'inverse, et là c'est pas Vincent Ferré qui le dit, c'est moi parce que j'y pense, on va avoir un certain nombre de personnages, généralement des républicains, des héritiers de la Révolution française, qui eux vont au contraire défendre le Moyen-Âge noir, dont tu parlais, le médiévalisme noir dont tu parlais tout à l'heure, en disant oui mais quand même, l'arbitraire royal, l'inquisition, est-ce qu'on a vraiment envie de conserver toutes ces choses-là? Et donc, tous ces discours-là vont entretenir finalement toutes les images d'Épinal qu'on a encore aujourd'hui euh, sur le Moyen-Âge, et c'est déjà finalement une forme de médiévalisme. Tout à fait et c'est, voilà, c'est mon rôle d'universitaire aussi de faire ça. J'ai envie de dire qu'en fait, on fait du médiévalisme dès le Moyen Âge. Si on prend par exemple, un texte, je reviens au XIIe siècle, mais un peu avant, on est en 1135-1138. On a un texte, écrit par un clerc, anglais qui s'appelle, Geoffroy de Monmouth et son texte s'appelle «L'histoire des rois de Bretagne». L'histoire des rois de Bretagne, c'est un texte qu'il écrit donc, dans la première moitié du XIIe siècle pour expliquer la généalogie des souverains depuis les premiers qui auraient fondé justement, le royaume de Bretagne, hein. Brutus serait un descendant des Troyens qui après avoir fui, la guerre de Troie, s'installe, sur l'île pour fonder ce qui va devenir Britannia, la Grande-Bretagne. OK. Et donc de là, il fait toute la généalogie jusque aux souverains du XIIe siècle, pour montrer justement que les souverains actuels sont justement les descendants, les héritiers, légitimes de toute une lignée extrêmement prestigieuse qui remonte donc aux Troyens, en passant par le roi Arthur, forcément, pour justifier, comment? Glorifier le pouvoir, royal, du XIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui va être fait, dès ce moment-là et c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc Henri VIII va faire, la même chose et peut-être beaucoup plus, de façon un peu plus surprenante, c'est ce que fait aussi John Fitzgerald Kennedy, qui, n'est pas roi, qui n'est pas anglais, qui, ne se présente pas comme un héritier, légitime du roi Arthur, mais qui pourtant va être, associé, heu, au mythe arthurien comme un ancêtre spirituel, si vous voulez. Alors là, c'est un peu plus indirect parce que, c'est quelque chose qui se développe surtout juste après, l'assassinat de Kennedy, en novembre 63 par l'intermédiaire de son épouse, Jackie Kennedy qui va être, le meilleur publicitaire, de tous les temps et qui va, avoir tendance à essayer de faire oublier, les problèmes, du, mandat de son mari pour mettre en avant tout ce qui a été, de plus, positif et de plus glorieux et par l'intermédiaire d'une comédie musicale, qui date de 1960 et qui s'appelle Kaamelott, elle-même inspirée de l'œuvre de White que j'évoquais tout à l'heure, enfin voilà, tout est lié. Mais elle va, expliquer que, son mari, écoutait cette comédie musicale et aimait tout particulièrement une chanson qui parlait de Kaamelott comme, «One brief shining moment», un moment, bref et étincelant et elle va, comparer la présidence écourtée
de son mari à ce règne arthurien, jeune, glorieux, dynamique, mais qui finit en tragédie, et voilà, qui proposait un rêve, une forme d'utopie, hein. Kaamelott, c'est cette forme d'utopie, mais trop rapidement, écourtée. Donc même avec quelqu'un comme Kennedy qui, a priori, n'a quand même pas de, légitimité à se revendiquer du roi Arthur, d'un point de vue généalogique, en tout cas. On a ce parallèle par l'intermédiaire, d'utilisation à la fois, politique et artistique. Donc c'est quelque chose en fait qui, n'est pas récent, de faire appel, au Moyen Âge. Là, j'évoque le roi Arthur parce que ça permet d'avoir cette généalogie, hein, en fait du XIIe siècle, à aujourd'hui, en tout cas jusqu'au XXe siècle. Mais très régulièrement, on a ce Moyen Âge qui est convoqué pour avoir une forme de, soit une forme de légitimité, soit au contraire justement pour vraiment mettre à distance. Mais effectivement, j'avais déjà entendu parler de ce que tu disais à propos de JFK et le fait que Camelot était devenu presque une métaphore de la Maison Blanche et que Tout à ceux fait. qui lui ont survécu, c'est différents secrétaires, puisqu'il n'y a pas de ministre aux États-Unis, ce sont des secrétaires, secrétaire à la Défense, secrétaire d'État Mmh. pour les affaires étrangères, secrétaire au Trésor, etc., étaient autant de chevaliers qui se réunissaient dans le bureau ovale, comme une espèce de nouvelle table ronde, pour diriger une espèce de les États-Unis comme un royaume merveilleux, Mmh. plein de promesses, ce qui recoupe par ailleurs avec toute la mythologie des États-Unis, de la destinée manifeste, Oui, de la terre de tous tout les à fait. possibles, etc. Donc tout ça se croisait très très bien dans ce narratif-là, dans ce récit-là, autour de JFK et de sa mort, somme toute, prématurée. On a évoqué un petit peu à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien le fait que le médiévalisme se pose enfin les médiévalismes se posent dans une situation un petit peu ambiguë, puisque d'une certaine façon il réinterprète les Moyen-Âge, donc déjà l'objet de référence est pluriel et flou, puisque le Moyen-Âge en tant que période, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, en fonction des historiens et des écoles auxquelles ils se rattachent, les On n'est pas bornes ne vont pas d'accord, être oui. exactement les mêmes. Comment est-ce qu'une fois que les bornes sont définies, on découpe à l'intérieur pour définir un haut Moyen-Âge, un Moyen-Âge central, un bas Moyen-Âge, ou encore d'autres périodes qui s'appellent pas comme Mmh. ça, on n'est pas d'accord non plus. Est-ce que l'époque moderne est un Moyen-Âge aussi? Il y en a certains qui pensent que oui, les modernistes évidemment disent que non. Bref, déjà l'objet de référence n'est pas clair. Mais en plus de ça, le médiévalisme, et on en a abondamment parlé depuis le début de cet entretien, se base non seulement sur les travaux historiques, sur la réinterprétation d'images d'Épinal, sur des œuvres culturelles contemporaines qui eux-mêmes font leur propre revisite par-dessus le marché. On a donc affaire en fait à un domaine de recherche qui concerne à la fois les historiens, les linguistes, les professeurs en littérature, non seulement en France, mais aussi dans le monde anglo-saxon, puisqu'on a abondamment parlé d'œuvres de référence, que ce soit Tolkien ou même la légende arthurienne, qui sont des œuvres assez largement anglo-saxonnes. On a évoqué le Nibelung, donc on peut également étendre au monde germanique. Plus largement, il ne faut pas être très naïf pour se dire que quand même, il doit y avoir des équivalents dans les autres pays. Euh, voilà, qu'on pense à Don Quixote, par exemple, Don Quichotte, qui est écrit à l'époque moderne, mais qui revisite déjà le Moyen-Âge, puisque Don Quichotte lui-même se fantasme en Tout à chevalier fait. qui affronte des géants qui sont en fait des moulins. Donc Œuvre médiévaliste, on a exactement. finalement un domaine de recherche, le médiévalisme, qui est à cheval entre à peu près 40 passerelles qui traversent 25 cours d'eau. C'est Euh, ça. Qu'est-ce que ça donne finalement du côté de la recherche? Qu'est-ce que ça donne du côté des chercheurs quand on essaye de s'attaquer à cette espèce de gigantesque nœud gordien? Tu essayes de nous dire que ça part dans tous les sens, c'est ça que tu essayes de Non, j'essaie de dire que nous dire? c'est un domaine de recherche qui m'a l'air pas forcément évident à circonscrire. Non, bon, c'est ce qui fait tout l'intérêt, hein, aussi, sinon c'est Bien pas sûr. drôle. Effectivement, hein, quand on parle de médiévalisme, ça va désigner à la fois les créations et les utilisations du Moyen Âge, donc quand, voilà, quand, vous employez le terme moyenâgeux, quand vous faites des références, au Moyen Âge dans un discours politique, quand vous créez une bande dessinée sur le Moyen Âge, quand vous faites un jeu vidéo ou une série sur le Moyen Âge, ça c'est des, utilisations, des créations médiévalistes. Donc il y a d'une part, il y a ça et on emploie aussi le terme médiévalisme pour désigner l'étude de toutes ces créations.
Alors parfois on a tenté, hein, on a tenté d'autres termes, avec nos collègues anglophones notamment, qui eux emploient le mot, medievalism pour parler de ce que nous on appellerait le médiévisme, donc l'étude du Moyen Âge lui-même. Donc eux, parfois ont tenté neo-médiévalism ou, modern médiévalism ou des choses comme ça. Donc on a eu des tentatives, terminologiques un petit peu partout. En France, en tout cas, on a un consensus qui est en train de se développer sur ce terme de médiévalisme. Médiévalisme, donc pour désigner l'étude de toutes ces productions, créations, utilisations, références médiévalistes. Alors je dis c'est en train de se développer, on a des débats, hein, parce que parfois on va parler, de d'œuvres médiévalistes, parfois on va parler d'œuvres médiévalisantes. Bon, le plus simple est de dire que c'est médiévaliste, tout ça, ça veut dire que ça fait appel au Moyen Âge de façon plus ou moins volontaire, parce que parfois on a, hein, des usages qui laissent à penser que c'est involontaire, mais que c'est le voilà, le Moyen Âge qui surgit, dans notre inconscient suite à toutes ces utilisations, récurrentes. Après, le médiévalisme en tant que, discipline universitaire, c'est une discipline qui a un peu plus de 40 ans maintenant. C'est un domaine qui, a été, développé alors d'abord par, des littéraires et des historiens assez rapidement. Hem, C'est-à-dire, des gens qui, étudiaient le Moyen Âge, à proprement parler et qui, à côté, j'ai envie de dire, en plus, se sont mis à étudier ces usages, qu'on faisait, du Moyen Âge en dehors de la période médiévale. Donc on a des choses ponctuelles qui se sont faites, hein, des articles par-ci par-là et cetera. En 2004, en France, je crois que c'est 2004, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a la création d'une association qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Modernité médiévale. Modernité médiévale, c'est une association de chercheurs et de chercheuses en médiévalisme. Donc, ça regroupe, des littéraires, des historiens, des gens, en, sociologie, en infocom, en histoire de l'art, en architecture, enfin bref, tous les domaines, où vous pouvez imaginer, étudier le médiévalisme, vous êtes les bienvenus. Mais, voilà, c'est une association donc qui a été fondée, en 2004, notamment par, 2 des grands noms, hein, du médiévalisme, actuel, que sont, donc Vincent Ferré qu'on a déjà évoqué et Anne Besson qui, elle, travaille, spécifiquement sur les genres de l'imaginaire et notamment en grande partie sur, la fantaisie. C'est une association dont les travaux consistent à, promouvoir le médiévalisme, et à développer justement, hein, ses recherches sur le médiévalisme. Donc il y a, plein de choses qui sont organisées et on a eu la chance depuis, une dizaine d'années, notamment maintenant, de voir, ces travaux sur le médiévalisme qui explosent, parce qu'on en fait de plus en plus, à l'université, parce qu'on a de plus en plus de cours sur le sujet, on a de plus en plus de publications sur le sujet. Là, tu affiches, la couverture d'un ouvrage qui est devenu l'ouvrage de référence sur le médiévalisme. Le dictionnaire du Moyen Âge imaginaire, sous-titré «Le médiévalisme hier et aujourd'hui», dirigé par justement Anne Besson, Vincent Ferré et William Blanc, qui est un des autres très grands noms, hein, du médiévalisme francophone. C'est un ouvrage, très riche qui est destiné, à la fois au grand public et bah, encore une fois, à tous ceux qui s'intéressent, que ce soit au Moyen Âge ou au médiévalisme. C'est vraiment un bel ouvrage de compromis qui permet d'en savoir plus sur, ce que c'est que le médiévalisme avec tout ce que ça implique. Donc vous avez, des articles sur, des grands thèmes, sur, voilà, les cathédrales, sur, Byzance, sur, heu, voilà, je sais pas, les seigneurs, sur les personnages féminins, enfin des choses comme ça. Vous avez des articles sur des auteurs ou des grands noms qui ont marqué, le médiévalisme. On évoquait, Walter Scott, on évoquait, Tolkien, on n'a pas cité, Marion Zimmer Bradley, mais citons un petit peu des autrices parce qu'il en faut aussi, il y en a. Des auteurs ou des autrices du Moyen Âge aussi, comme, Christine de Pisan, qui ont été des jalons essentiels dans la diffusion de cet imaginaire. Et l'idée de ce dictionnaire, c'était vraiment de, heu, faire découvrir et d'approfondir ce que c'est que le médiévalisme. Parce qu'on a aujourd'hui, hein, une somme quand même de travaux déjà, considérables, sur le sujet. Ne serait-ce qu'entre, la France et alors les pays anglophones. L'Angleterre et les États-Unis notamment ont un train d'avance, hein, sur nous, dans le domaine du médiévalisme, même s'ils sont
pas d'accord entre eux sur le terme à employer, mais il y a une très grosse production sur, l'audiovisuel, hein, notamment sur, les films, les séries, les jeux vidéo, qui parlent du Moyen Âge parce qu'on a énormément de choses. Beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres elles-mêmes anglophones, hein, donc on a aussi cette question-là qui apparaît. Mais ce qui fait que, c'est une bibliographie qui commence à être assez conséquente, aujourd'hui. Il y a ce dictionnaire donc qui permet de diffuser un petit peu auprès du grand public et tant qu'on est sur les promos, de bibliographie, il y a cet ouvrage qui sort, début mai, qui s'intitule «Les médiévistes face au médiévalisme» avec des pluriels un peu partout. Ce sont les actes d'un colloque, donc c'est vraiment une publication un peu plus universitaire, mais très bien quand même, hein, et très agréable à lire aussi. Je fais partie des gens qui ont écrit dedans, donc je ne vais pas dire que c'est très mauvais, parce que c'est pas le cas de toute façon. Mais là, l'idée, c'est plus de faire un bilan du médiévalisme, des médiévalismes, aujourd'hui, donc voilà, en 2023. C'est les actes d'un colloque qui a eu lieu en 2021, donc on a adapté et développé ça un petit peu, pour la publication. Mais l'idée, c'est de voir justement où on en est. C'est un domaine qui commence à être un peu plus, connu du grand public, même si le terme médiévalisme, peine encore un petit peu à se faire une place, hein. D'ailleurs, le dictionnaire, proposé ici, ils ont préféré le titre Moyen Âge imaginaire Que j'allais qui dire. parle plus, voilà, au grand public que le médiévalisme qui s'est retrouvé, en sous-titre. Mais voilà, l'idée là, c'était de faire un point pour dire, bah, justement, le médiévalisme à 40 ans et c'est le titre d'un article de Vincent Ferré, justement et il faut se poser la question d'un point de vue, historiographique. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de ce domaine, de recherche qui est effectivement extrêmement vaste et qui implique de, travailler, en harmonie entre, différents domaines disciplinaires, ce qui est pas toujours simple, hein. On nous demande de plus en plus en tant que chercheurs de travailler l'interdisciplinarité, de travailler avec des gens issus d'autres domaines, ce qui est absolument passionnant à faire, mais qui demande, des efforts de terminologie, de méthodologie et cetera. Donc voilà, c'est comment maintenant, avec tout ça, on travaille tous ensemble. Donc faire un bilan et bien entendu, comme à chaque bilan, ouvrir les perspectives pour voir un petit peu, bah, tout ce qu'il nous reste à faire et il nous reste encore pas mal à faire, que ce soit sur le médiévalisme en France ou à l'étranger, parce que l'idée, c'est de pouvoir justement, harmoniser un petit peu tout ça et qu'on puisse, échanger dans, nos pratiques et dans, nos recherches. Donc, je pense qu'on a de quoi faire et l'avantage étant que, comme on a de plus en plus de création et d'utilisation du Moyen Âge, sous toutes les formes possibles et inimaginables, bon, bah, voilà, c'est bien, c'est qu'on a encore, pas mal de choses à faire. Mais effectivement, tu évoquais l'article de Vincent Ferré sur le médiévalisme à 40 ans, et il évoquait justement à la fois les opportunités qui sont posées par cette transdisciplinarité, mais aussi les pièges que ça pose, puisqu'il évoquait par exemple que les études médiévales américaines ont été longtemps réfractaires au médiévalisme, tandis que à l'inverse, il y avait d'autres disciplines qui avaient tenté presque de l'annexer pour en faire une exclusivité, et il me semble, si j'ai pas fait de contresens en le lisant, qu'il se référait là justement aux études de littérature anglo-saxonne, qui avaient essayé de dire non, non, c'est de l'imaginaire, c'est de la littérature, c'est de l'écrit inventé, c'est pas du réel, c'est pas de l'archéologie, donc cassez-vous, c'est à nous, et on va prendre les budgets de recherche pour nous, et fin du débat, on ferme la porte, on met les portes coupe-feu, les barreaux, et c'est terminé. Donc effectivement, c'est pas des démarches faciles, puisqu'en plus de ça, au-delà des questions il y a aussi les questions de se comprendre, au-delà des questions purement budgétaires, comme tu disais, puisque les terminologies et les approches sont pas du tout les mêmes. Ça peut paraître, voilà, des querelles de clocher, hein, ces questions de terminologie et cetera, mais c'est que généralement, on met pas tout à fait les mêmes définitions derrière les termes et à partir du moment où on n'a pas les mêmes définitions, c'est compliqué de construire quelque chose, de commun. Ça demande simplement de discuter et de se mettre d'accord, en fait, hein et en France, j'évoquais, justement, hein, l'association Modernité médiévale, et j'évoquais Anne Besson et Vincent Ferré qui sont 2 littéraires, 2 spécialistes de littérature comparée, en l'occurrence. Mais c'est vrai que, dans un premier temps, il y avait principalement des littéraires parce qu'avec cette étude à la fois, des textes du Moyen Âge et la littérature comparée qui justement permet, hein, permet déjà ce grand écart entre une période et une autre et qui permet aussi ce décentrement, hein,
d'une période à l'autre, c'était peut-être plus facile. Tandis que pendant longtemps, c'est heureusement en train de changer et c'est déjà pas mal changé dans plein d'universités en France. Pendant longtemps, toutefois, en histoire, c'était plus compliqué de travailler sur, le médiévalisme, notamment parce que, bah, si vous êtes médiéviste, vous êtes médiéviste. Vous travaillez sur des productions, des archives, des vestiges, ce que vous voulez, mais qui datent du Moyen Âge, lui-même. Ce qui fait que quand on avait des médiévistes historiens qui travaillaient sur le médiévalisme, c'était un peu en plus, en bonus, voire en récréation parfois. On est spécialiste, je dis n'importe quoi, on est spécialiste des chartes du XIVe siècle et une fois de temps en temps, on va faire un colloque pour parler d'une BD, médiévaliste parce que c'est une BD qui nous plaît. C'était parfois regardé justement comme une récréation au sens où, quelque chose de pas sérieux. Or, on peut tout à fait travailler sur des objets contemporains et que ce soit sérieux, on peut tout à fait travailler sur des objets qui nous plaisent et que ce soit sérieux. Ce qui fait que, les historiens ont admis, de plus en plus que, bah, voilà, on pouvait travailler sur cet objet d'étude. Je parlais de ce livre «Les médiévistes face au médiévalisme», et je parle d'historiens. C'est dirigé par, 4 personnes, 3 historiens, absolument fabuleux que sont, Martin Aurel, Florian Besson et Lucie Malbos et une littéraire à qui ils ont bien accepté de faire une petite place qui est, moi. Donc voilà, c'est, aujourd'hui les 2 grands domaines du médiévalisme, c'est la littérature et l'histoire parce qu'on travaille ensemble et que, j'ai envie de dire, on pourrait pas, il ne faudrait pas en tout cas qu'on travaille séparément. Le médiévalisme, c'est pas, faire la liste, des anachronismes d'une œuvre. C'est pas dire: «Bah, ça, c'est pas historique, donc c'est pas bien». Je veux dire, on peut le faire, mais une fois qu'on a dit ça, ça sert à rien, ça nous avance pas, et ça fait pas avancer le débat. Donc c'est pas pertinent, c'est pas ce qu'on cherche à faire. En revanche, ce qu'on cherche à faire dans le médiévalisme, c'est se dire: pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on représente le Moyen Âge de telle façon? Pourquoi on va représenter le Moyen Âge comme une période, sanglante et barbare? Et qu'est-ce que ça veut dire à la fois du Moyen Âge, mais surtout qu'est-ce que ça veut dire de nous? Quand ce qu'on retient de 1000 ans d'histoire, c'est cet aspect-là. Et c'est ça qui nous intéresse. Et pour que cette perspective soit étudiée de façon, cohérente, bah, il nous faut des gens qui travaillent sur, la fiction et sur l'imaginaire. Il nous faut des gens qui travaillent sur une perspective historique. Dans l'idéal, il nous faut des gens qui travaillent sur, la sociologie ou sur l'ethnologie ou sur enfin voilà, tous les domaines a priori, sont, les bienvenus pour travailler sur, le médiévalisme. Parce qu'on a besoin de ces perspectives pour, mieux comprendre, ce phénomène, voilà, artistique, culturel, social, politique, tout ce que vous voulez. Et on a la chance en France d'avoir, tout un groupe maintenant qui travaille sur le médiévalisme, qui permettent justement, bah, de faire avancer les choses d'une façon, extrêmement stimulante, je dois le dire. On a la chance d'avoir aussi plein d'étudiants, plein d'étudiantes qui veulent travailler sur le médiévalisme, aujourd'hui. On peine un petit peu à leur trouver suffisamment de directeurs, mais voilà, on y travaille aussi. Il faut le temps que tout ça puisse être, institutionnalisé. Et donc toi-même, voilà, le Moyen Âge en clair-obscur, donc ton dernier ouvrage, donc le médiévalisme dans les séries télévisées. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Non, mais merci tout à fait d'en parler. C'est, un ouvrage donc qui est paru en février aux, presses universitaires François Rabelais, que je remercie au passage parce qu'ils font un boulot qui est absolument fabuleux. C'est un ouvrage qui me tenait à cœur parce que, ça fait un moment que je travaille sur les séries, télévisées. J'ai eu l'occasion de travailler sur, la série Kaamelott avec Florian Besson ou, sur Game of Thrones également avec ce collègue. Mais, moi j'aime beaucoup travailler sur des corpus, c'est-à-dire comparer, plein d'œuvres, ensemble. J'avais eu l'occasion de le faire sur, pour ma thèse, avec, des films et des séries et des textes et tout ça mélangé. Et là, à force de travailler justement sur des œuvres comme Game of Thrones, je m'étais rendu compte qu'il y avait un énorme corpus de séries qui mettaient en scène le Moyen Âge. Et c'était l'occasion de, montrer que, bah, déjà on a beaucoup de productions, sérielles sur le Moyen Âge et qu'on retrouve des grandes lignes de force, c'est-à-dire on retrouve des idées, communes dans la représentation du Moyen Âge, que ce soit dans une série qui date de 1949 ou dans des séries qui datent, le corpus va jusqu'en décembre 2022.
Donc on a des éléments qui vont être communs malgré le passage du temps, malgré les formats de séries qui varient, malgré, les budgets qui sont, absolument, voilà, titanesques maintenant pour certaines séries. On a des choses, très similaires dans la représentation du Moyen Âge. Donc ce qui m'intéressait, c'était de mettre en avant à la fois ces continuités et, parce que c'est toujours plus intéressant, les nuances. Parce qu'on va retrouver des choses en commun dans ces séries, mais on a aussi beaucoup de choses qui évoluent et la question, c'était de savoir pourquoi ça évolue, qu'est-ce que ça implique pour les séries, qu'est-ce que ça implique pour les spectateurs aussi, hein, qui, reçoivent, ces, séries et pour leur réception de, la période, médiévale. Donc voilà, c'était l'occasion de travailler sur ce gros corpus. Il y a un peu plus de 80 séries, que j'ai étudiées pour ce livre, plus des parallèles, ponctuels, par exemple, là, j'ai étudié vraiment les séries qui mettent en scène le Moyen Âge, alors dit réaliste ou le Moyen Âge de fantasy. C'est-à-dire j'ai aussi intégré les séries qui vont mettre en scène des dragons ou des choses comme ça. Mais je voulais aussi ne pas oublier des séries qui, a priori, n'ont aucun rapport avec le Moyen Âge et qui, une fois de temps en temps, vont faire un détour par l'époque médiévale. Parce que ce détour est aussi parfois, extrêmement éloquent sur la façon dont on conçoit, la période. Donc c'est pour ça que, dans un bouquin sur le Moyen Âge dans les séries, je vais aussi parler de, Doctor House ou de, How I Met Your Mother ou, voilà, des séries comme ça qui, a priori, n'ont aucun rapport avec, la période médiévale, mais qui pourtant empruntent au même type, de représentation. Mais en plus, c'était l'occasion de faire pour une fois un livre sur, les séries ou les films et cetera, avec plein d'illustrations partout. Voilà, j'en avais un petit peu marre de travailler sur de l'audiovisuel et de ne pas pouvoir à chaque Bah fois oui, montrer, évidemment. les images. D'autant qu'on a des effets, esthétiques, qui sont, généralement très fascinants, dans les séries, soit avec, bah, tout ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire cette idée de clair-obscur qui va s'appuyer sur, des contrastes, sur des jeux d'obscurité et des petites lumières qui vont apporter des touches, très élégantes. Et on a aussi parfois des choses absolument fabuleuses. Je vous renvoie dans le bouquin, je parle notamment d'une série, qui date, du début des années 80 qui s'appelle Mister Merlin. C'est une série sur, bah, Merlin, le Merlin l'enchanteur que vous connaissez tous et toutes, mais qui s voilà, Merlin qui est transposé au XXe siècle et qui est devenu, garagiste à San Francisco, donc déjà tout un concept. Mais il y a, notamment un épisode de combat contre un dragon et ça permet de mettre en avant les effets spéciaux des années 80, où vous avez un dragon qui est représenté par un iguane en incrustation, géant sur l'image. Ça doit C'est être incroyable. absolument fabuleux. Oui, ça doit être Ça a formidable. très mal vieilli, mais c'est très, très drôle. Je ne sais pas aussi si Ah tu mais as la étudié cet épisode la classe. merveilleux de MacGyver où il se Oui! retrouve perdu au Moyen-Âge et qui. Je me rappelle que je l'ai vu quand j'étais gamin. Et je devais avoir 7 8 ans et déjà à l'époque je me suis dit, ouf, qu'est-ce qu'ils Non ont mais c'est essayé de faire. Qu'est-ce que tu fais là, c'est ça, Richard Dean Anderson? Retourne à la porte des étoiles, vite, fuis, fuis, il n'est pas trop tard. sors de là! Mais bon, on en rit, mais c'est parce que c'est pareil, hein, mettre en scène le Moyen Âge, c'est quelque chose qui coûte cher. Dans les séries parce que ça implique des décors, des recréations de costumes, ça implique que qui dit Moyen Âge dit facilement chevalier et qui dit chevalier dit chevaux. Encore une fois, sauf quand on est dans Sacré Graal et où on utilise des noix de coco à la place des chevaux. Mais sinon, ça implique d'avoir des chevaux dressés pour le tournage et cetera. Donc forcément, ça va être des coûts supplémentaires. On va mettre en scène des batailles, on va avoir éventuellement des effets spéciaux si vous voulez avoir de la magie. Donc tout ça, ça coûte, cher. Bah, ça implique de s'adapter. Quand on n'a pas le budget de Amazon Prime pour, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir, il faut pouvoir, mettre en scène un Moyen Âge plus ou moins crédible avec le budget qu'on a. Donc c'était intéressant aussi d'étudier, ces stratagèmes parfois pour, pouvoir représenter des choses originales sans, dépenser des milliards de dollars. Bon, bah, parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois ça donne des choses, très drôles, mais qui sont pas voulues pour être, drôles. Parfois ça donne des choses qui sont extrêmement ingénieuses. Donc voilà, c'était aussi un petit plaisir de voir les évolutions, techniques, technologiques, les évolutions, esthétiques et narratives aussi, parce qu'on continue à raconter des histoires qui elles-mêmes évoluent.
Mais ces questions techniques sont nécessairement à prendre en compte parce que, même la question de la réception, hein, qu'on regarde, une série, sur, son smartphone aujourd'hui, via Netflix ou, qu'on regarde une série en 1949, qui est, par exemple, la série, Les Aventures de Sir Galahad, c'est ce qu'on appelle un serial. En gros, les ancêtres des séries télé qui étaient diffusées par épisode avant les films au cinéma. Oui, c'est ça, Heu, c'était les avant-séances au cinéma et c'est ça, ça pouvait brasser plein de choses, du dernier petit court-métrage Disney à ce qui serait voilà. aujourd'hui l'équivalent d'un épisode de série télé. C'est ça et ce qui fait que, le mode de diffusion et de réception, fait qu'on va pas raconter l'histoire de la même façon ou on va pas raconter la même histoire. Donc je voulais m'arrêter aussi sur tous ces détails pour, voir ce que ça implique quand on met en scène, le Moyen Âge. Parce que, bah, en fait, on a, pas un mais plusieurs, Moyen Âge et qui apparaissent, à chaque fois avec ces questions de clair-obscur, c'est-à-dire ces jeux de contraste entre, bah, une obscurité qui prédomine. Voilà, on a toujours cette image des âges sombres et de ce Moyen Âge, bah, sombre littéralement, hein, parfois dans l'esthétique et avec cette violence, avec cette barbarie, cette injustice qu'on associe à la période. Hem et à l'inverse, on va avoir dans tout ça des touches de luminosité, qu'on retrouve dans plein de séries, mais c'est ces nuances, voilà, ces touches de lumière qui vont apporter toute la richesse, de la représentation, médiévaliste. Et bah, c'est un peu comme la fantaisie, en fait. Si vous aimez, les choses tragiques, il y a des séries tragiques sur le Moyen Âge. Si vous aimez la comédie, il y a des séries de comédie sur le Moyen Âge. Si vous aimez les récits familiaux, il y en a. Si vous aimez la romance, il y en a. Si vous aimez, la guerre et la destruction, ça, il y en a, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était un petit peu l'occasion de proposer ça et de montrer que, bah, encore une fois, il y a un Moyen Âge pour tous les goûts. Donc il y a une série qui vous correspond forcément. Donc il y a un index et une liste des séries à la fin, notamment d'un point de vue chronologique. Donc n'hésitez pas à aller piocher si vous ne savez pas quoi regarder, sur les différentes, plateformes. Pourquoi ne pas tenter, une série, des années 80 ou des années 50, sur le Moyen Âge? Il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, hein, je vous le cache pas, mais ça fait J'ai peu de doute découvrir sur des le choses sujet. sympas. Tu parlais effectivement de la réception et des conditions de production, de diffusion, etc., qui sont pas les mêmes et qui, au-delà de l'interprétation qu'on peut avoir du matériau premier, jouent sur la réception et sur la façon dont on conçoit le produit culturel concerné. C'est assez marquant, par exemple, sur les différentes versions, à la fois du point de vue visuel, du point de vue du scénario, du point de vue des effets spéciaux qu'on peut avoir sur un même matériau de base, par exemple la légende arthurienne, puisqu'il y a quand même un fossé assez énorme entre, donc j'imagine, ce que tu disais, donc c'était Sir Galahad, dont tu disais le Mmh. serial, Sir Galahad, Mr. Merlin et Camelot. Enfin, c'est trois salles, trois ambiances, je pense, hein, globalement. Et pourtant, c'est le même matériau de base, c'est la légende arthurienne, c'est le même corpus de textes médiévaux matinés de surnaturel, mais qui, parce que les conditions de production, les conditions de réception, la volonté artistique de l'équipe derrière n'était pas la même, ont donné trois œuvres complètement différentes. Et effectivement, si on aime le Moyen-Âge et qu'on veut voir comment ce Moyen-Âge est réinterprété, ça peut être effectivement une très bonne occasion de s'y mettre. C'est vrai que on en a plutôt fait très souvent, de la légende arthurienne, des récits, épiques et ou tragiques, avec des grandes aventures et des grands sentiments. Mais heureusement, hein, voilà, les Monty Python et d'autres étaient passés par là et avaient montré que on pouvait aussi s'amuser avec, tout ce matériau. Kaamelott reprend très bien le flambeau avec la série qui date un petit peu déjà, hein, malgré tout, qui est diffusée entre 2005 et 2009. 2009. On a forcément beaucoup rapproché, un Kaamelott et Sacré Graal, puisque c'est la légende arthurienne présentée de façon humoristique. Mais on a quand même des choses très différentes dans les 2, même si que ce soit les Monty Python ou Alexandre Astier, ils ont à chaque fois une connaissance très fine des textes médiévaux et ça, c'est assez fascinant quand on est, médiéviste, de retrouver, tout ce bagage littéraire très précis, et parfois très pointu, sous la couche, humoristique, qu'on apprécie, aussi. Mais c'est-à-dire que, voilà, on va pouvoir apprécier sur différents niveaux à la fois, l'humour, les blagues, les personnages,
si fascinants qui sont développés dans Kaamelott et en même temps, des choses qui vont emprunter, voilà, au Perséphoreste, enfin un texte du XIIIe siècle ou qui vont emprunter, voilà, à telle réplique de Perceval dans, le texte de Chrétien de Troyes, parce qu'il a oublié son nom, enfin des choses comme ça. C'est des petits éléments, des anecdotes en fait, mais qui nourrissent, vraiment l'œuvre et qui lui donnent, encore plus de saveur, en fait. Enfin, moi j'ai fait ma thèse sur justement les représentations de la légende arthurienne au cinéma et à la télévision et on a la chance d'avoir des séries, des programmes très différents, sur le sujet. Là tu en as cité 3, mais en fait on en a d'autres, des séries qui parlent du roi Arthur. Heu, Dans les choses relativement récentes, on a eu la série Merlin, qui est plus une série, ado, une série jeunesse avec des personnages, que ce soit Arthur, Guenièvre, Merlin, tout ça, qui sont plus jeunes, donc avec d'autres implications aussi sur le développement des personnages, leurs intrigues, les romances qui se mettent en scène. On a aussi une série, alors qui a moins marché, qui s'appelle Kaamelott, mais Camelot, qui a fait qu'une seule saison, en 2011, mais qui avait une grosse ambition, épique, et qui a apporté toute une touche de mystère autour du personnage de Merlin, qui était interprété par, Joseph Fiennes. C'est une série où on avait Eva Green, enfin voilà, un gros potentiel, bon, Ah oui, je peut-être me moins de rappelle. potentiel. Tout à fait, Ah je l'ai non, vu mais la série passer. avait des qualités. Je suis moins convaincue du choix, de l'acteur qui incarnait, Arthur, au sens où il avait peut-être pas encore les épaules à l'époque, pour, jouer un roi Arthur qui va s'imposer petit à petit, face, non seulement à Morgane interprétée par Eva Green, mais à Merlin, interprété par Joseph Fiennes. Fallait quand même, avoir, voilà, une certaine, présence, en face. Bon, c'est une des raisons, hein, qui fait que la série a pas forcément, fonctionné. Mais voilà, il y avait aussi une proposition de faire quelque chose d'un peu plus, mystérieux et en tablant sur, une forme de confusion entre paganisme et christianisme. Enfin, il y avait des propositions même esthétiques très intéressantes dans cette série, dont on ne verra jamais, la suite, c'est tout. Mais donc voilà, même avec cette légende arthurienne, on peut, pareil, partir un petit peu, dans tous les sens et je mets de côté tout ce qui est, version, animée et tout ce qui est version manga et tout ça parce qu'il va falloir écrire un deuxième livre un jour, peut-être tellement il y a de matière et voilà, c'est, encore une fois, c'est ce qui est fascinant parce qu'on projette un peu tout ce qu'on veut et tous les récits qu'on veut sur le Moyen Âge, tout en entretenant les mêmes poncifs et les mêmes stéréotypes. Voilà, c'est ce décalage entre à la fois on fait dire ce qu'on veut au Moyen Âge et en même temps on finit régulièrement par dire la même chose. Ce décalage d'ailleurs qui m'intéressait, mais qui m'intéresse toujours parce que, on n'a pas véritablement fini en fait. Je sais que pendant le confinement, il y a un genre musical qui s'est réimposé sur Internet d'une façon totalement inattendue. C'est ce qu'on appelle le bardcore. Oui. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit plus ou moins de s'inspirer des canons médiévaux, en tout cas de l'image qu'on se fait des canons médiévaux, pour revisiter soit des classiques de la musique, soit les dernières chansons que vous pouvez entendre sur des radios que je ne citerai pas, soit des gros tubes de métal des années 80, bref, ça brasse très large et un peu dans tous les sens, et ça avait énormément marché pendant le confinement. Il y avait des dizaines, si c'est pas des centaines de chaînes YouTube, etc., qui avaient refait leur petit montage dans tous les Oui, oui. sens. Aujourd'hui, la plupart, je pense, sont mortes et enterrées, et une bonne partie de la production a dû être perdue dans les liens d'internet. Mais ça a explosé, et ça a aussi refait une petite hype, un petit moment médiévalisant pendant le confinement. Je sais pas si ça a été étudié, si ça a attiré l'attention des médiévalistes à l'époque ou pas du tout. Un petit peu, ça a été étudié et c'est en train d'être, étudié tout comme les mèmes, médiévalistes. Il y en a beaucoup qui ont, surgi ou ressurgi, le confinement a été une période difficile pour tout le monde, hein. On a trouvé, du réconfort là où on pouvait, et le Moyen Âge a permis justement, hein, ces petits délires. Mais c'est en plus, enfin, ça a rien d'historique, hein, bien entendu. Encore une fois, le Non. but, c'est pas de faire une recréation, réelle ou réaliste. Le but, c'est juste de s'amuser avec, des sonorités et des mélanges. Vous allez écouter un petit peu de bardcore, vous tapez ça dans n'importe quel, Vous avez trouvé. moteur de recherche, vous allez trouver. Généralement, vous pouvez taper avec un nom, derrière, si vous avez un nom de chanson ou un nom d'artiste que vous aimez particulièrement. Vous Je avez pense que trouvé aussi. quasiment
quasiment tout a été repris, hein, en bardcore, avec différents styles. Parfois, on a des styles, mais comme souvent, hein, quand on parle de musique médiévale ou qui nous fait penser au Moyen Âge, en fait, c'est beaucoup de musique de l'époque du début de l'époque moderne. On a parfois une confusion, hein, mais Mmh, parce que de toute façon les instruments disparaissent pas, hein, d'une période à l'autre, mais on a une espèce de chevauchement, en fait, des musical continuités. entre les 2. Effectivement, c'est revenu un petit peu, au goût du jour. Alors ça a été peu étudié parce que, dans les études médiévalistes, on a très peu de musicologues. Ah! Il y a ça aussi. J'avais eu la chance de travailler avec, Mathias Atkis qui a travaillé sur, quand on a travaillé sur Kaamelott, qui avait fait un article sur, les épisodes musicaux dans Kaamelott, parce que Alexandre Ouais, il y en a Astier étant à quelques-uns, oui. l'origine un compositeur, enfin, parmi toutes les cordes qu'il a à son arc, Mmh mh. il est compositeur et ça se ressent, hein, parfois dans la série Kaamelott, puisqu'on a des épisodes où, il parle vraiment de façon très concrète des quartes, des quintes, des sixtes et cetera. Et donc il y a un article, hein, dans l'ouvrage qui s'appelle, Kaamelott, un livre d'histoire. Vous avez tout un article consacré à la musique et à l'utilisation de la musique médiévaliste dans Kaamelott. C'est assez fascinant. Mais il y a très peu de musicologues qui, s'intéressent à ces questions. Alors sur le bardcore encore plus spécifiquement, il y en a encore moins. Mais vous avez, par exemple aussi, Jérémy Michaud, qui, lui a travaillé sur la musique de The Witcher. Voilà, on est sur une autre, encore une fois, autre ambiance, hein, on n'est plus dans Kaamelott. C'est une autre forme de fantaisie, une autre forme de Moyen Âge. Mais voilà, c'est des gens qui amènent leur expertise de musicologue pour pouvoir, nous aider à comprendre comment, ces séries ou ces œuvres, utilisent et réinterprètent la musique médiévale. Et donc c'est pareil, c'est que, il faut aussi pour ça, un certain bagage. Alors peut-être pas tant historique, ni littéraire ici, mais que, en musique ou en différentes formes artistiques. Donc c'est aussi pour ça, hein, et là c'est mon côté, voilà, je fais du un peu de prosélytisme et j'essaye de recruter dans le médiévalisme, c'est pour ça qu'on aime avoir des gens qui ont des expertises, dans des domaines différents parce que ça nous permet d'étudier des choses pour lesquelles on n'a pas les clés autrement. Moi le bardcore, à part pouvoir me dire: «C'est trop classe», c'est fun, voilà, il y a ce Oui. décalage entre, ce qu'on a comme musique, ce qu'on en fait et la façon dont on mélange tout ça. J'ai absolument pas les termes et les compétences, ni l'oreille musicale pour pouvoir étudier ça de façon, pertinente et pouvoir dire autre chose que: «C'est hyper cool». Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de gens avec plein d'expertises, différentes, en jeux vidéo, en musique, en architecture, en cuisine. Voilà, l'étude des goûts, des saveurs, des odeurs et cetera. En médiévalisme, il y a énormément à faire aussi dessus, mais on a besoin de gens avec des compétences supplémentaires. Je pense qu'on a quand même assez bien brassé, globalement, à moins qu'il y ait un point en particulier que tu souhaites, aborder ou sur lequel tu voudrais revenir. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses, on vous a envoyé vers plein de contenus à aller découvrir, que ce soit sur internet ou dans les librairies. Et n'hésitez pas, voilà, à aller, explorer, je parlais des séries télévisées forcément, mais si peut-être je vais juste mentionner, quand on pense à des séries sur le Moyen Âge, voilà, on pense à Game of Thrones, on pense, en France, on a déjà la chance d'avoir Kaamelott qui a été un programme de comédie qui a eu un succès absolument énorme et tout à fait, justifié à plein de niveaux. Mais moi, j'aime bien mettre en avant des séries, qui alors non seulement sont des comédies parce que, j'aime beaucoup les comédies et que je veux rappeler qu'on peut mettre en scène un Moyen Âge, où on se décapite pas forcément, à tout bout de champ, et où, on va pouvoir, rire aussi et aborder des sujets, soit des sujets plus légers, soit des sujets graves mais traités, avec un décalage, humoristique. On a évoqué, Pratchett, c'est pas pour rien, hein, qu'on aime aussi, les travaux de cet auteur. Mais voilà, j'en profite pour vous citer quelques petites séries moins connues généralement, en France, mais qui permettent de voir un Moyen Âge, sous une autre facette. Toujours dans des choses un peu fun. On a une série alors qui a pas été diffusée en France, donc ce qui n'aide pas, hein, à la faire connaître, mais c'est une série qui s'appelle Galavant, Galavant. C'est une comédie, aux États-Unis qui a eu 2 saisons, et vous avez pas mal d'extraits pareil sur les plateformes, vidéo.
parce que c'est une série musicale. Donc c'est une comédie et une série musicale, donc faut aimer, hein, les chansons, mais ça réécrit, ça reprend les codes à la fois des contes, et du Moyen Âge, des récits du Moyen Âge pour, créer quelque chose de complètement décalé et de très drôle et en plus avec des chansons géniales. Donc voilà, quand vous aurez fini d'écouter du bardcore, allez écouter, quelques chansons de Galavant et je recommande aussi une série, pareil dans un autre style, mais qui est aussi pleine d'humour et pleine de couleurs, et de choses complètement barrées. C'est une série qui s'appelle Pigeons et dragons. Voilà, j'ai envie de dire que tout est dit dans le titre. Oui, C'est une série ça a l'air. animée, voilà, Pigeons et dragons, c'est une série animée créée par Arte, qui doit encore être visible, je pense, sur la plateforme d'Arte. C'est fait avec des espèces de petites figurines, à peu près fixes, mais c'est très drôle et encore une fois, ça joue sur, à la fois les stéréotypes du Moyen Âge et transposés un petit peu à la sauce, contemporaine parce que, les chevaliers vont partir à l'aventure et vont envoyer des pigeons, donc voyageurs pour transmettre, le récit de leurs aventures, et les pigeons sont représentés comme des petits oiseaux bleus, comme, le logo d'un certain, site de microblogging qui permet voilà, d'envoyer des messages courts. Twitter donc. Mais l'idée c'est, d'utiliser à la fois, les codes des réseaux sociaux et les stéréotypes qu'on a sur le Moyen Âge avec, des aventures de chevaliers qui sont tous des bras cassés et cetera. Mais enfin voilà, c'est des épisodes courts et c'est très drôle. Donc si vous avez l'occasion de regarder Pigeons et dragons, foncez parce que c'est une autre vision du Moyen Âge, mais qui fonctionne très bien et voilà, je pense que vous m'en direz des nouvelles. Et je vais me permettre de rajouter une série aussi dont on ne parle pas assez, alors que bon, elle revisite le Moyen-Âge, l'époque moderne, le 19e siècle et même à la fin la Première Guerre mondiale sur 4 saisons. Ah, C'est je vois où Blackadder, tu veux en venir. la vipère noire, avec Rowan Atkinson, donc Mr Bean qui parle et qui montre qu'il sait jouer et qui sait notamment jouer les pinces sans rire et les salopards avec un talent qu'on ne lui devine pas au premier abord. Ah non, mais il sait tout C'est une faire, Rowan merveille. Atkinson. C'est une merveille cette série. Les 4 saisons sont... La première est peut-être un peu en dessous parce qu'ils cherchaient encore ce qu'ils faisaient, ils n'avaient Oui, pas oui, trop de budget, ils tout à bricolaient. fait. À partir de la deuxième, ils parodient l'Angleterre élisabéthaine. Dans la troisième, ils parodient l'Angleterre géorgienne, donc fin 18e, début 19e. Et dans la quatrième saison, ils sont dans les tranchées OK. pendant la Première Guerre mondiale, et c'est un petit bijou. Et la première saison est dédiée à l'époque médiévale. Je crois que c'est sous les Plantagenets, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr de Heu, mon coup. c'est au moment c'est une réinterprétation de La Guerre des 2 roses, en D'accord, l'occurrence. donc c'est après, ok. C'est un peu après, mais alors c'est de l'humour anglais dans toute sa splendeur. Mais effectivement, la première saison qui est celle sur le Moyen Âge est peut-être la plus Peu en dessous, faible. ouais. Il monte en puissance, hein, avec, voilà, la dernière saison sur la Première Guerre mondiale qui est une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues, et où vous allez retrouver donc effectivement Rowan Atkinson qui, de toute façon peut tout jouer. Au fil des saisons, vous allez retrouver, voilà, différents comédiens, mais je sais plus si c'est à partir de je crois que c'est à partir de la saison 2 ou la saison 3. Vous avez aussi Hugh Laurie, Hugh Laurie, j'ai Stephen oublié Doctor Fry, House. enfin Voilà, mais le enfin, casting est incroyable. encore une fois, on peut jouer avec l'histoire et représenter des choses, sympas qui sortent de l'ordinaire. On peut faire de la comédie, et de la très bonne comédie, très bien écrite et ciselée, avec le Moyen Âge, hein. On le savait très bien avec Kaamelott, mais voilà, si vous aimez rire, la phrase improbable, si vous aimez rire, allez regarder, Blackadder. Bon, c'est de l'humour anglais, hein, donc je pense que ça doit être très clivant. À mon avis, soit on adore, soit on déteste. Mais voilà, allez regarder un extrait de la saison 4. Si ça vous plaît pas, bon, bah, c'est tout. Faites autre chose de votre vie, écoutez. Mais en tout cas, voilà, ça vous donnera une idée de ce que c'est et je pense que ça rappelle aussi qu'on peut faire plein de choses avec, ces récits, historiques. S'il n'y a pas de questions dans le chat, je vais honteusement faire ma pub après avoir fait celle de Justine et de tous ses collègues médiévalistes. Si vous voulez en savoir plus sur les rapports entre Terry Pratchett, son rapport au temps et comment il joue avec le temps, y compris ce rapport à la modernité, c'est-à-dire l'évolution de l'histoire dans son œuvre qu'est le Disque Monde, vous avez
ce live que j'ai eu le plaisir de faire avec Jean-Christophe Piot il y a quelques mois. Si vous voulez en savoir plus sur les références historiques dans l'œuvre de Tolkien, vous avez cette autre vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez savoir comment Warcraft s'inspire énormément du Moyen-Âge et aussi des clichés liés au Moyen-Âge pour construire son univers à travers toutes les séries de jeux vidéo, que ce soit les RTS ou le MMO, vous avez celle-là qui devrait vous contenter et vous faire passer normalement un moment pas trop désagréable. Je confirme. Merci à toi Justine de t'être rendu disponible, d'avoir passé la soirée avec nous. Merci à ceux qui nous ont regardés et qui vont nous regarder en replay sur YouTube quand j'aurai fait le montage. On va pas se mentir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch, lâcher un sub si le cœur vous en dit, vous abonner à la chaîne YouTube, soutenir la chaîne financièrement si vous souhaitez sur KissKissBankBang ou sur Tipeee. Avec 2€, vous me payez un café et moi j'aime bien le café. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Je vous salue bien et je vous dis à la prochaine.